Actualité TVCO, édition du 23 octobre. Bonjour à tous et bienvenue aux Actualités TVCO. Dans un premier temps, on va faire le point sur la situation dans nos écoles en compagnie de Mme Martine Vallée, qui est la directrice générale du Centre de services scolaires de Charlevoix. On va également dresser un premier bilan du train touristique cet été en compagnie de Nancy Bellé, qui est la directrice générale de la Corporation du train de Charlevoix. Les représentants du Comité de citoyens du Plateau de la Grande Pointe à Petite-Rivière-Saint-François, ils nous expliquent pourquoi ils s'opposent à la construction d'un stationnement pour le Club Med à proximité du domaine Aligorie. Le maire Jean Fortin, lui, était de passage à la microbrasserie Charlevoix pour rencontrer Frédéric Tremblay pour lui remettre une partie de la subvention qui est destinée à soutenir le développement de son entreprise. On s'est également rendu à la Maison des jeunes La Baraque, aux Éboulements, pour assister à une activité de sensibilisation sur l'égalité des sexes. Enfin, connaissez-vous la Bizarra Goria? C'est une toute nouvelle bière qui goûte la solidarité et Julien Chevrel, son brasseur, nous explique sa recette secrète basée sur de bons ingrédients et une forte volonté d'aider son prochain. On vous souhaite à tous une bonne émission. Nous recevons maintenant Martine Vallée, directrice générale du Centre de services scolaires de Charlevoix. Madame Vallée, bonjour. Oui, bonjour. Quelle est la situation des cas de COVID à l'intérieur du Centre de services de Charlevoix? Bien, pour nous, Charlevoix, je vous dirais que ça fait un bon 3 semaines là, que nos premiers cas ont été déclarés. Oui. Donc, depuis le début, là, que la première journée, c'était le 29 septembre, depuis, on a eu 40 cas confirmés, tant chez le personnel, ça regroupe des élèves et du personnel, 40 cas COVID positifs en tout. Je vous dirais que la semaine du 5 octobre et du 12 octobre a été nos plus intenses. Actuellement, on voit que cette semaine-là, on devrait avoir une semaine avec un peu moins de cas que les 2 semaines précédentes. Ça fait que ça, c'est quand même un signal qui peut être encourageant. On est rendu à combien de cas exactement présentement? 40. Il y a 40 qui touchent combien d'établissements? Qui touchent actuellement 5 établissements. D'accord. Établissements touchés, mais il y en a 3 pour lesquels les cas sont rétablis. Donc, on a 5 bâtiments actuellement là, où il y a encore là, des cas COVID qui ont été déclarés positifs sur les 17 bâtiments. Donc, il faut relativiser les choses. Là. C'est loin d'être toutes les écoles du territoire qui sont concernées par la situation. Est-ce qu'il y a beaucoup de classes qui ont été mises en quarantaine? Oui, quand même. La santé publique est très stricte sur je dirais, l'analyse de l'enquête. Là, dès que le risque va dépasser ce que la santé publique appelle le risque faible, dès qu'on va tomber en risque modéré, ils vont préférer procéder à un isolement qu'on appelle préventif du groupe. Depuis le début, depuis nos premiers cas, on a eu 300 élèves qui ont été en isolement préventif à la maison, mais au terme de cette semaine, il y aurait 185 de ces 300 élèves-là qui font un retour à l'école au terme de cette semaine. Donc, comme je disais, ça fait maintenant 3 semaines qu'on a des cas. Donc, les cas des premières semaines commencent à revenir à l'école après leur isolement préventif de 14 jours. Quelle pression ça met, ça, sur le personnel enseignant, sur les professionnels, sur l'ensemble des gens qui travaillent à continuer à donner des cours à nos étudiants? Comment vous sentez, après tous ces mois, là, la pression au niveau des gens qui sont engagés à éduquer nos enfants? Bien, la première chose que je vais faire, c'est féliciter l'ensemble de l'équipe. Actuellement, on est dans un contexte qui est exigeant, qui nous sort de nos zones de confort. Juste la gestion des cas COVID a mobilisé beaucoup de personnes dans les dernières semaines, du 7 jours sur 7, les soirées. C'est sûr, si on apprend qu'un cas est positif, il est 7 heures le soir, on veut être en prévention, donc on tente d'isoler les groupes dès la rentrée le lendemain matin. Donc, ça commande vraiment là, des soirées, des fins de semaine actuellement là, pour gérer la situation. On réagit instantanément à la situation parce que c'est comme ça que vous réussissez à limiter les impacts, sans doute? Exactement. Si on le sait à 7 heures le soir, puis on n'agit pas dès la soirée, ça veut dire que les élèves reviennent à l'école le lendemain et là, il y a possibilité de contamination supplémentaire. Donc,
on préfère faire un travail de soirée avisé. C'est sûr qu'en soirée, le risque, c'est que le courriel ne sera pas pris par les parents, donc il y a des chaînes téléphoniques qui se font. Donc, effectivement, là, ça commande énormément d'énergie dans les dernières semaines. Et au niveau de l'école, ça demande beaucoup, beaucoup à nos enseignants au niveau de s'adapter. Je dirais qu'il y a 3 grandes situations qui peuvent se présenter. Oui, je vous écoute. C'est l'enseignant n'est pas positif, donc lui continue d'être à l'école, mais son groupe a été retiré. D'accord. Donc là, il est obligé de faire un enseignement de l'école vers un groupe qui est à la maison, donc en virtuel. OK. On a eu des situations où c'est le prof qui est en isolement à la maison, son groupe est à l'école et là, il fait l'enseignement à distance de la maison vers l'école. OK. Et on a des situations où c'est certains élèves de la classe qui ont été retirés. Donc, à ce moment-là, l'enseignant a quand même une partie de son groupe en classe et quelques élèves à la maison pour qui il doit fournir du travail en parallèle. Donc, oui, ça exige énormément et je lève mon chapeau actuellement à tout le personnel du centre de services scolaires qui se dédie entièrement à la situation. Nous sommes passés depuis la semaine dernière en zone rouge. Il y a eu des ajustements qui se sont faits, notamment au niveau des écoles secondaires. Au niveau du transport scolaire, vous avez également resserré les mesures. Comment ça se passe là, depuis maintenant près d'une semaine, là, notre entrée en zone rouge pour l'ensemble du centre de services scolaires? Comment ça se passe? Je dirais l'avantage qu'on a eu, c'est que nos collègues de Québec, les centres de services scolaires de la région de Québec étaient passés en zone rouge un peu avant nous. Donc, on a pu apprendre un peu de leur expérience. On est en contact là, à chaque semaine avec les collègues de Québec. Donc, ça nous permet aussi d'évaluer les stratégies qui sont utilisées de leur part. Oui. Ensuite, je vous dirais qu'au niveau de notre planification dès la rentrée scolaire, on avait fait des choix où on a encadré énormément nos élèves du secondaire. Je vous donne des exemples. Sur l'heure du dîner, les élèves dans les classes avec les enseignants, alors qu'ailleurs, certains centres de services scolaires avaient fait le choix que les élèves continuaient à sortir des classes pour aller dîner. Et là, ça faisait des rassemblements. Donc, nous, on avait évité toutes les zones de rassemblement le midi, les pauses. Les pauses actuellement sont prises avec le groupe Bulle, avec l'enseignant. Donc, on avait déjà planifié, je vous dirais, un encadrement au secondaire pour limiter les espaces où il y aurait des rassemblements où là, les élèves ne sont pas accompagnés. Ensuite... Et on rappelle bien sûr que les élèves du secondaire sont maintenant, de secondaire 4 et 5, sont maintenant une journée sur 2, je vais dire en télétravail, en tout cas en éducation à distance. Et ça aussi, ça se passe bien parce que, comme vous le mentionniez, pour les professeurs qui doivent faire avec différentes configurations là, en télétravail, je suppose que pour les étudiants, les professeurs du secondaire, il y a eu de l'ajustement aussi parce que la moitié de l'enseignement est maintenant en ligne comme tel. Oui, effectivement. Une journée sur 2, c'est le secondaire 4. L'autre journée, c'est le secondaire 5. Et vos professeurs étaient prêts pour ça? Votre corps professoral était prêt à répondre à cette demande? Bien, en fait, c'était un scénario qui était prévu depuis la rentrée, dans le plan de la rentrée du ministère de l'Éducation comme une possibilité. Donc, je vous dirais que depuis l'arrivée des élèves au mois d'août et avec le personnel, on était vraiment en train de déployer toutes leurs compétences à être en formation à distance aussi, là, et vraiment tout déployer l'équipement nécessaire pour le faire aussi. Donc, on a eu le temps quand même de se préparer. Là, pour nous, on a quand même eu là, de fin août à début octobre avant que cette réalité-là nous rattrape. Je dirais même mi-octobre parce que cette réalité-là nous a rattrapés cette semaine. Maintenant, je suis en train de dire que c'est simple pour les élèves d'être à la maison. C'est notre scénario idéal. C'est toujours l'élève à l'école. Si on pouvait avoir les élèves 100 du temps à l'école, on pense encore que c'est le modèle ou l'approche qui est le plus facile, tant pour l'enseignant que pour les élèves. Absolument. Souhaitons-le pour les prochaines semaines, Mme Vallée. Toutefois, on ne peut pas s'empêcher d'envisager l'autre possibilité. C'est que si les cas continuent de se multiplier, vous devrez passer en mode virtuel à 100 Pensez-vous que l'ensemble des enseignants et des intervenants de la commission scolaire sont prêts à ce moment-ci, si jamais il fallait passer en mode virtuel à 100 pour l'éducation? Avez-vous l'impression que vous êtes prête pour ça?
Je dirais que c'est une alternative qui évolue avec le temps. OK. On a été confinés au mois de mars. Je dirais que tous les réseaux d'éducation au monde ont été bousculés avec cette réalité-là de dire, à un moment donné, il y avait 70% des élèves de la planète qui étaient en formation à distance et les réseaux d'éducation, ça a probablement été une très grande prise de conscience de dire notre modèle tient souvent à un modèle qui est celui où l'élève est à l'école avec les enseignants. Oui. Donc, à partir de là, on a commencé à donner du soutien à la maison au printemps, au mois d'avril, au mois de mai, et on savait que la prochaine année, la pandémie serait toujours des nôtres. Donc, je vous dirais qu'actuellement, on déploie tout un continuum de développement des capacités, tant chez les élèves que chez le personnel, à être de plus en plus habile et confortable avec l'approche de la formation à distance. Donc, mais c'est exigeant et ça demande de faire les choses différemment. On n'enseigne pas en ligne comme on enseigne en classe. Alors, je comprends qu'on souhaite le meilleur, mais on se prépare pour le pire présentement. Merci pour cette mise au point COVID, mais j'aimerais maintenant qu'on prenne également quelques minutes pour parler de votre nouveau conseil d'administration. Le centre de services scolaires, la première réunion du conseil d'administration a eu lieu hier. On en a parlé déjà ensemble. Il y a une nouvelle composition où ce sont maintenant les représentants des employés, du personnel, des parents, de la communauté qui siègent au conseil d'administration. Moi, j'aimerais savoir d'abord comment s'est déroulée cette première réunion. Et vous avez présenté également un déficit là, qui est inférieur à ce qui étaient vos prévisions. Mais vous avez quand même présenté aux nouveaux élus un déficit qui avoisine les demi-millions de dollars. Alors, dites-moi donc, comment s'est passée cette première réunion? Bien, je dirais que déjà là, installer une nouvelle gouvernance dans un contexte COVID à distance, avec des rencontres à distance, on avait tout le monde là, de nommer et coopter au terme de la semaine dernière. Samedi dernier, on devait faire une journée complète en présentiel avec ces personnes-là pour leur permettre de s'approprier l'organisation, leur donner les grands encadrements, leur donner un portrait de l'organisation, de la planification stratégique, où on en était, la situation financière, pour qu'ils arrivent à leur premier conseil d'administration avec un certain bagage là, de connaissances sur l'organisation. Qu'ils soient bien préparés. Oui, exactement. Cependant, on a dû là, on s'est fait annoncer qu'on passait en zone rouge la semaine dernière. Donc là, samedi, finalement, c'est transformé en une demi-journée en virtuel où on a accompagné ces gens-là pour une demi-journée samedi dernier matin. Et hier, tout le monde était au rendez-vous, tout le monde comprend le contexte. Je dirais que c'est une dynamique qui est intéressante à voir arriver, là, à la fois d'avoir les parents, les membres du personnel et des gens de la communauté autour d'une même table. C'était un premier conseil d'administration, donc se structurer, officialiser la présidence, la vice-présidence a été nommée hier. Mme Lucie Maltais sera présidente du conseil d'administration. J'ouvre une parenthèse, si vous me permettez. Pourriez-vous nous présenter Mme Lucie Maltais? Oui, Mme Lucie Maltais est parent d'enfants tant au primaire qu'au secondaire, si je ne me trompe pas, chez nous. Elle fait partie de son conseil d'établissement depuis déjà quelques années. C'est quelqu'un qui habite à la Malbaie, à Baie-Saint-Paul? Oui, du côté de la Malbaie. Et aussi, elle a participé au comité qu'on appelle des élèves handicapés en difficulté d'adaptation et d'apprentissage dans les années antérieures. Et cette année, elle est également déléguée de son conseil d'établissement au comité de parents du centre de services scolaires. Donc, elle était désignée là, pour devenir présidente de la commission scolaire? Oui, il faut savoir que les 5 parents qui sont au conseil d'administration sont aussi membres du comité de parents du centre de services scolaires. C'est donc des délégués du comité de parents qui sont au conseil d'administration. Dites-moi, Mme Vallée, l'an dernier, lors de l'adoption de votre budget, il y avait un important déficit qui était prévu à la commission scolaire. Vous avez annoncé hier un déficit moindre que prévu.
D'abord, pouvez-vous m'expliquer, vous avez sauvé de l'argent comment dans le courant de la dernière année pour avoir un déficit moins élevé que prévu, qui atteint toutefois à peu près 500 000 $? Vous aviez, je pense, prévu un 800 000 $ de déficit dans l'autre exercice. Pourriez-vous juste nous placer les chiffres et nous expliquer comment on en est venu à avoir un déficit moins élevé que celui anticipé? C'est ça, il faut savoir, je pense que la population de Charlevoix connaît bien la situation là, financière de notre organisation. Oui. On sait qu'on a une situation financière on sait qu'il y a une problématique d'équité de financement dans le réseau entre les centres de services scolaires. Le gouvernement en est bien conscient, le ministère de l'Éducation aussi. Et ça fait 5 ans dans le fond, on se fait accepter un budget déficitaire par le ministère de l'Éducation sans plan de redressement parce que le ministère, il reconnaît que le problème n'est pas chez nous, il est au niveau du déploiement, de l'équité du financement dans le réseau. Okay. Une fois cela dit, on avait un budget effectivement là, déficitaire approuvé par le ministère d'un peu plus là, de 800 000 $. On a terminé, si je ne me trompe pas, à 423 000 $ de déficit environ. Et la différence s'est jouée comment? Ben, en fait, c'est une année assez particulière à évaluer dans le sens que depuis le mois de mars dernier, on a fait pratiquement un tiers de notre année scolaire en confinement. Donc, le confinement, je vous dirais, a joué, veut pas, sur des situations financières. Il y a eu des dépenses supplémentaires quand il y a eu le temps de réouvrir les écoles, mais il y a aussi eu des économies à cause du COVID. Il y a des dépenses qui n'ont pas eu lieu parce qu'il n'y avait pas les écoles étaient fermées. Exactement. Donc, c'est une année qui est difficile. C'est difficile de dire s'il n'y avait pas eu la situation du COVID, à combien les états financiers seraient au terme du 30 juin 2020. Oui. C'est un petit peu difficile à évaluer avec la situation du dernier tiers d'année qui s'est vécu sous le confinement et le COVID et un retour partiel des élèves à l'école à compter du mois de mai. Et je comprends qu'il est tout aussi difficile d'anticiper quelle sera la situation financière dans un an parce qu'on va demeurer dans un contexte de COVID encore plusieurs mois. Mais est-ce que hier, le nouveau conseil d'administration a été appelé à adopter des prévisions budgétaires pour la prochaine année? Le budget a déjà été approuvé et déposé pour l'année actuelle auprès du ministère à la fin juin l'année dernière. Ce qu'on va faire avec le conseil, c'est procéder à ce qu'on appelle une révision de notre budget en cours d'année. Donc, le comité de vérification du conseil d'administration, il y a 3 comités de travail, dont un comité de vérification. Ça va faire partie des travaux au mois de novembre du comité de vérification du conseil d'administration. Un, de s'approprier le budget en cours et de voir des ajustements là, au niveau d'un budget amendé pour le conseil d'administration de décembre. Mais on comprend qu'étant donné la situation de la commission scolaire depuis quelques années, le budget qui va être amendé ou retravaillé, mais le budget qui a été adopté en juin, est aussi, encore une fois, un budget déficitaire. Oui. Et ça oui, à peu près à la même hauteur, que ce qu'on avait comme autorisation. Là, si je ne me trompe pas, on est encore là, dans les 800 quelques mille en budget autorisé. En terminant, Mme Vallée, votre plus gros enjeu ou le plus gros défi des prochaines semaines, vous le placez où? Moi, je pense que vraiment, là, ce qui nous préoccupe actuellement, c'est de garder les troupes en forme. OK. S'assurer, parce que je dirais on fait une lecture actuellement où il y a un peu un état de fatigue qui serait comparable à un petit peu plus ce qu'on voit à fin novembre et tout ça. Ça a été des semaines intenses. Les directions d'école travaillent très fort depuis le mois d'août. Les services de l'organisation aussi. Comme je vous disais, depuis le début, là, quand ça a commencé les cas de COVID, j'ai des gens qui ont fait du 15 jours en ligne, pratiquement du 7 sur 7, 24 sur 24 à être disponible. Donc, c'est clair que pour nous, là, on tente de travailler plus dans un rétablissement. Là. Maintenant qu'on a développé, c'est triste à dire, mais une certaine forme d'expertise à gérer les cas. C'est clair qu'il faut réfléchir à une façon de récupérer et pouvoir donner du répit. Donc, je dirais ce qui me préoccupe le plus, c'est probablement comment assurer le bien-être de l'ensemble du personnel en contexte de COVID.
tout le monde, déjà, ça met une pression supplémentaire sur la vie professionnelle. Puis je dirais que de façon générale, même du côté personnel, cette situation-là du COVID, elle amène aussi sa propre charge, là. Donc, je dirais que ça va faire partie, là, l'entraide, la collaboration, prendre soin les uns des autres, c'est la priorité. Et moi, de mon côté, je vais effectivement souhaiter à tout le monde et à vous en particulier de profiter de cette période pour essayer de reprendre votre souffle maintenant qu'on essaie de rentrer dans une certaine routine. Et je ne parle pas d'une certaine normalité. Oui. Maintenant qu'on rentre, la différence. maintenant que vous rentrez dans une certaine routine, et je vais également vous souhaiter à tout le monde, en tout cas, qu'on puisse continuer à poursuivre l'enseignement avec des étudiants qui se rendent à l'école et puis qu'on puisse garder ce contact-là malgré le contexte. Alors, meilleure des chances, Mme Vallée, puis merci beaucoup pour cette entrevue qui nous a permis de faire le tour de la situation avec vous. Comment a été la saison du train touristique de Charlevoix? Bien, on en parle avec Nancy Bellé, la directrice générale de la Corporation du train de Charlevoix. Pouvez-vous nous donner quelques chiffres pour nous donner le bilan de votre saison au train de Charlevoix? Très belle saison. Très belle saison. On s'était parlé au début de la saison. Il y avait quand même un stress. Rappelle-toi, Martin. Là, la réponse était incertaine. Exactement. Et finalement, on sortait 6 jours en juillet. Et on a commencé nos opérations le 23 juillet exactement. On sortait 6 jours en juillet. On a fait 16 jours en août. Et à la fin août, on était agréablement surpris. On a à peu près 25 de plus de gens qu'on avait pu prévoir seulement pour juillet et août. On s'en allait vers un pourcentage de 25 de clients de plus que ce qu'on avait prévu, aller jusqu'à la 3e semaine de septembre où la capitale nationale a passé du jaune au ton orange et que la clientèle régulière du train qui provenait de Montréal, la Montérégie, la Naudière, pour eux, Québec, c'est la même chose que Baie-Saint-Paul. C'est devenu impossible de faire un tour en train dans Charlevoix. C'était plus complexe. Maintenant, vous me parlez de 25 d'augmentation par rapport à vos prédictions pour cette année atypique, quand vous avez réouvert. Oui. Mais par rapport à l'an dernier, qu'est-ce que ça représente en termes de volume de fréquentation? La fréquentation est difficilement comparable, puis je m'explique, c'est normal. C'est que l'an passé, n'oubliez pas qu'on a quand même fait beaucoup de Québec vers Baie-Saint-Paul. Cette année, on a dû annuler ce trajet-là. Donc, il faut comparer vraiment Baie-Saint-Paul-La Malbaie, La Malbaie-Baie-Saint-Paul. C'est dans une formule complètement différente aussi qu'on a créée ou qu'on a renouvelé le train cette année. On avait le choix de partir avec le train, aller découvrir la ville. Donc, la ville, tu partais de Baie-Saint-Paul, tu allais découvrir La Malbaie, ou l'inverse, pendant 4 heures dans ton après-midi, ou encore tu faisais l'apéro à bord, c'est-à-dire que tu débarquais pas du tout. Alors, tu débarquais 20 minutes pour te dégourdir les jambes. Les formules ont très, très, très bien fonctionné. Dans une formule comme l'apéro, l'attrait, ça devient le train. C'est carrément la beauté du paysage en prenant un apéro, en écoutant la musique et tu pouvais apporter ton lunch à bord du train. Puis souvent, pendant une grande portion de l'été, c'était le coucher du soleil. C'était magnifique. Est-ce qu'on a réussi à trouver au cours de cet été, je vais peser mes mots, là, une certaine forme de rentabilité? Très difficile. La rentabilité et le train est toujours un défi, il faut comprendre. Parce que c'est très lourd. C'est lourd comme opération, mais c'est lourd au niveau du chemin de fer. Il ne faut pas oublier que nous, notre route nous appartient. Alors, on l'entretient, notre route, entre le chemin de fer, entre Baie-Saint-Paul et La Malbaie, est de propriété privée. Et malheureusement, c'est nous qui faisons l'entretien de ce chemin de fer-là. Êtes-vous satisfaite de vos résultats? Mais si on compare à ne pas avoir sorti du tout... Oui. OK, c'est mieux que rien. C'est magnifique. C'est magnifique? Ah, OK. C'est vraiment magnifique. OK.
Alors, si on part du principe de se comparer à l'énergie ou les revenus indépendants qu'on fait année après année parce qu'on travaillait fort pour devenir de plus en plus autonome dans nos revenus, c'est clair que c'est une saison atypique. Alors, ça dépend comment tu te compares. Mais de façon générale, les résultats, c'était... Le but de l'exercice, c'était de sortir le train, c'était de participer au développement économique de notre région parce que la région était pleine. C'était important pour nous que le train soit une activité phare pour Charlevoix. C'est ce qu'on a fait. Ça a un coût, mais par contre, au bout de l'exercice, on est très content de l'avoir fait. Quand je dis « on », c'est le conseil d'administration est très heureux d'avoir embarqué dans cette danse régionale-là. Et lorsqu'on va revenir avec des départs, bien entendu, de Québec, c'est sûr qu'on va en avoir encore des gens qui vont... On va générer de la nuitée, disons-le, traditionnelle, là, comme on l'avait réfléchi. Mais par contre, présentement, à la fin de l'été, on a repris nos partenariats avec les hôteliers de la ville, des différentes villes, bien entendu, entre Baie-Saint-Paul et la Malbaie. Et ils intégraient le train comme activité dans leur forfait. Et bien, tu prenais ton forfait hébergement, escapade en train. Et ça, il y a eu des bons résultats aussi de ce côté-là? Écoutez, on a eu quelques semaines pour le tester. Oui, c'est ça. Mais je peux juste vous dire une chose, c'est que sur les 6 partenaires hôteliers qui ont embarqué avec nous, il y en a qui ont vraiment très bien compris la formule et ça l'a vraiment scoré. Qu'est-ce qu'on fait pour l'année prochaine comme axe de développement? On travaille quand même... dans un premier temps, il faut comprendre qu'ils ne sont pas tout morts. Ils sont vraiment pas tout morts. Alors, on s'acoquine avec les grands de ce monde. Et oui, on avait travaillé très fort pour allonger notre ligne, si on veut. Tu sais, le client qui partait de Tokyo avec Air Canada, arrivait à Montréal, prenait le train. Bon. Et certaines agences, les très grandes agences, sont en mode de développement présentement. Alors, on est encore dans cette énergie-là. C'est sûr que ça ne sera plus comme... On ne pense pas que 2021, ça va revenir comme on aurait voulu le développer, mais on a des pistes de solutions. Les agences ont commencé à nous appeler et on s'attend à avoir quand même des débouchés pour 2021 avec certains grands joueurs. Le 28 octobre prochain, les maires de la MRC de Charlevoix auront à décider si oui ou non ils accordent au groupe Le Massif le permis de construire un stationnement pour les futurs clients du Club Med, stationnement situé à proximité du domaine Allégorie à Petite-Rivière-Saint-François. Alors, on est allé rencontrer les représentants du comité de citoyens de Petite-Rivière qui nous expliquent pourquoi ils s'opposent à ce projet. On n'est pas contre le projet du Massif, hein? C'est pas ça qu'on conteste, c'est pas le Club Med qu'on conteste, c'est juste une infime partie du stationnement qui nous dérange. Et dans toutes ces visions touristiques derrière, c'est qu'on cherche à ce que nos clients voient les plus belles beautés de nos régions, mais on ne veut pas qu'elles n'abîment le visuel de la région, pas simplement de manière écologique. Moi, je demeure juste en face, au bord de la rue, puis là, je me suis retrouvée un été avec mon lac vide pendant 1 mois. Fait que là, je dis, c'est qui se passe? Ça, c'est au moment qu'ils ont fait la racine. Il y a eu beaucoup de dynamitage, puis nos ruisseaux ont été dérangés. Puis beaucoup de sédimentation qui descendent dans nos ruisseaux, puis qui sont plus dans leur lit, qui sont toutes comme à plat sur une plage, là. Puis là, le voisin qui perd une partie de son terrain en arrière, c'est qui se passe, là? Le Massif, il faut considérer qu'ils ont déjà eu un ancien permis de déboisement qui avait été octroyé en 2018. Il faut rappeler que les éléments n'ont pas été respectés. Donc, dans le fond, il était mentionné qu'il fallait que les cours d'eau, il n'y ait aucun impact au niveau des cours d'eau. Ça n'a pas été respecté. En 2019, le plan qu'on nous présentait lors des réunions, on voit ici, là, ça touche à la ligne. Après ça, en 2020, quand on nous dit qu'ils nous ont concédé une distance, là, on voit que la ligne ne touche plus. Mais par contre, le permis expiré, là, le premier permis de déboisement, la ligne ici, là, c'est la ligne de couleur ici, là. La MRC, le permis de la MRC, ça ne se rendait pas plus loin que cette ligne-là. Fait que là, finalement, il n'y en a pas d'acquis parce que ça va plus loin que la ligne, plus loin que le premier permis de la MRC. Fait que c'est pas un renouvellement de permis, mais c'est un nouveau permis, selon nous. Vous avez fait vos représentations auprès de la MRC. Vous avez eu l'occasion de les rencontrer, de défendre votre position sur le dossier, parce qu'on sait que c'est la MRC qui doit ultimement autoriser
le déboisement sur le territoire ici. Comment se sont déroulées vos rencontres? Donc, on est arrivé avec des faits concrets, avec des images qui ont pu démontrer à travers le temps, donc depuis le début des travaux là, du massif en 2018, les impacts que ça peut avoir lieu sur le territoire. Dans le fond, nous, ce qui a été demandé hier lors de la rencontre, tout d'abord, c'est un moratoire. Donc, c'est de se donner le temps de réfléchir à ces impacts-là. On demande qu'il y ait des études qui soient faites, des études géologiques, des études hydriques qui soient réalisées avant de pouvoir émettre un permis de déboisement. Le maire Jean Fortin était de passage à la microbrasserie de Charlevoix pour remettre à Frédéric Tremblay une subvention pour lui permettre de poursuivre son développement. C'est une subvention dans le cadre du projet d'investissement pour l'installation de notre nouvelle encanneuse qui a été installée déjà il y a quelques semaines, qui nous permet maintenant de faire de la bouteille, mais aussi de la canette. Alors, ça faisait quelques années qu'on réfléchissait à ça. Puis, c'est un projet quand même de 800 000 $. Puis, on est super heureux d'avoir reçu une aide là, qui nous vient de la MRC. Le maire de Baie-Saint-Paul, M. Jean Fortin, était de passage cette semaine à l'usine de la microbrasserie de Charlevoix pour y remettre un chèque au propriétaire Frédéric Tremblay d'une valeur de 24 000 $. Cette contribution est une initiative de la MRC de Charlevoix. Le maire Fortin a souligné l'importance de ce projet pour la communauté. C'est dans le cadre du fonds régional de la capitale nationale. C'est un fonds qui est partagé par l'ensemble de la région, mais qui est partagé dans les MRC. Nous, on a un montant d'au-delà de 600 quelques mille dollars par année qu'on peut investir dans des projets intéressants, des projets de développement, des projets qui visent l'innovation aussi. Ici, on peut aller jusqu'à 100 000 $ par projet. Donc, on en a à date fait plusieurs, mais ici particulièrement, on est très heureux de s'associer avec les gens de la microbrasserie autour d'un projet c'est vraiment de l'innovation. Ils sont en train de transformer l'entreprise, d'aller plus loin. Déjà, c'est une entreprise qui a beaucoup de succès, qui est un bel ambassadeur pour nous. Et là, ils ajoutent à l'entreprise et je pense qu'ils modernisent aussi. Et c'est vraiment, je pense que ça cadre très bien avec l'objectif de ce programme-là. Je pense que c'est super important présentement de diversifier parce qu'on se rend compte que la demande s'en va de plus en plus vers la canette. Ça fait longtemps déjà, 20 ans qu'on fait de la bouteille, mais là, on voit qu'il y a vraiment une grande demande pour la canette. Hein. Donc, pour nous, c'était le moment là, de passer à autre chose. La Maison des jeunes, la Baraque aux éboulements, organisait une activité de sensibilisation à l'égalité des sexes et on s'est rendu sur place et on vous a préparé un reportage là-dessus. Coordonné par la Maison des jeunes La Baraque des éboulements, le projet Égal-IT vise à mettre en valeur la notion d'égalité entre les hommes et les femmes auprès des adolescents. L'agente de projet Rachel Bergeron a eu l'idée de cette activité où le but est de tenir des ateliers avec des jeunes de 12 à 17 ans pour les sensibiliser face aux enjeux et combattre les stéréotypes sexuels. Elle souhaite tenir des rencontres pour générer des discussions entre les jeunes et faire éveiller une conscience sociale au sujet des relations égalitaires. Le projet, on parle des stéréotypes sexuels, fait que tout ce qui crée des inégalités en termes de des petites choses qu'on remarque pas nécessairement, mais qui vont faire partie du quotidien. Tu sais, par exemple, une fille qui va être gênée d'aller à son cours d'éducation physique parce qu'elle a pas rasé ses jambes, il faut qu'elle mette des shorts. C'est plein de petites choses qu'on parle pas tant que ça, mais qu'en bout de ligne, ça crée des inégalités dans la société parce que les gars, ils vont mettre des shorts puis ils vont pas se poser la question. Tu sais. On a monté ça pendant le confinement, donc au printemps, puis pendant une partie de l'été. Fait qu'on a passé comme plusieurs semaines à juste comme monter une série d'ateliers c'est vraiment une continuité. En fait, chaque atelier est comme amène le prochain, puis un but de, tu sais, à la fin des ateliers, il y a comme une connaissance qui a été acquise. Là. Fait qu'on a monté ça, puis là, on commence à donner les ateliers maintenant. Mais nous, quand on les a montés, on était vraiment optimistes, puis c'était comme si la COVID, quand on allait les donner, ça allait être vraiment fini. C'était comme si j'arrivais pas à projeter que rendu à l'automne, on allait encore être là-dedans, tu sais. Fait que là, il a quand même fallu que j'adapte certaines de mes activités après coup, parce que je me rends compte que la COVID, c'est encore pire que ce que c'était finalement
au printemps, quand j'ai monté les ateliers. Fait qu'il y a des activités, mettons, qui se font à deux, ou qu'on demande aux jeunes de se parler entre eux en petits groupes, ou il a fallu que je les change. Mais en fait, on fait beaucoup, c'est beaucoup des mises en situation, des questions. Par exemple, je leur donne des exemples, puis je leur demande si eux, ça leur est déjà arrivé. Fait que c'est beaucoup d'introspection de « OK, moi, ça m'arrive-tu? Ça, est-ce que je me pose cette question-là? Est-ce que ça m'arrive de marcher dans la rue et d'avoir peur? » J'ai eu un témoignage hier, justement, d'une fille qui me disait que c'était tellement évident. C'est comme s'ils apprennent rien, mais en même temps, ils réalisent des affaires qui sont tellement évidentes pourtant. Fait que, ce qu'elle m'a dit, c'est « Je comprends pas pourquoi j'avais jamais pensé à ça. Je comprends pas pourquoi j'ai pas réalisé que ma mère a fait tout le temps la vaisselle, puis pas mon père. Puis là, pourtant, c'est tellement évident. » Fait que c'est souvent ça le feedback que j'ai. Fait qu'on parle de ces affaires-là, puis comment est-ce que ça... Même ça a des répercussions sur l'emploi qu'on choisit, la façon dont on se perçoit, la façon dont on entre en interaction, la séduction. Fait qu'il y a plein de codes de société qui sont comme acquis sans vraiment qu'on s'en rende compte. T'sais. Fait que le but, c'est juste d'aller leur montrer quelque chose pour qu'ils puissent avoir un esprit critique après. T'sais. C'est pas tant de... Allez, oui, idéalement, on veut changer les comportements, mais l'idée, c'est qu'il y ait une vision de quelque chose qu'ils n'avaient jamais remarqué nécessairement. T'sais. Fait que c'est d'ouvrir un petit peu le dialogue par rapport à ça, finalement. Non. L'eau, c'est pas bon. Justement, tu veux-tu un jus? De l'eau? Dans le fond, le projet Égalité est fait en partenariat, c'est une initiative de notre Maison de Jeunes, la Maison des Jeunes des Éboulements, mais c'est un partenariat avec l'ensemble des maisons de jeunes du territoire de Charlevoix. Donc, ce qui inclut les locaux, l'ancrage de l'île-aux-Coudes, qui inclut Forum Jeunesse et ses 3 maisons de jeunes, Saint-Hilarion, Petite-Rivière, Baie-Saint-Paul, qui inclut Groupe Action Jeunesse de Charlevoix aussi, qui descend les municipalités de Saint-Siméon, Saint-Aimé-des-Lacs, Clermont, et la Malbaie et la Maison des Jeunes de Notre-Dame-des-Monts, ainsi que tout nouvellement la Maison des Jeunes de Saint-Urbain. On a eu la chance d'avoir un partenariat financier avec le secrétariat de la condition féminine. Nous, c'est à même les valeurs du projet Maison de Jeunes, l'égalité. Donc, on est collé vraiment à notre mission. Puis avec les valeurs de l'organisme et les valeurs de l'ensemble du réseau des maisons de jeunes à travers le Québec. Donc, c'est pas dénaturé, c'est pas une thématique qui sort de nulle part, c'est une thématique qui est actualisée directement dans nos milieux. Là. Donc, ça allait de soi. T'en as jamais eu? Non. Non? OK. Pas content. Je pense que c'est l'autre qui devrait faire les premiers pas pour m'embrasser en premier. À date, il y a eu plus de filles. Mais tu sais, j'ai pas toutes fait les maisons des jeunes encore, puis on vient de commencer. Spontanément, je pense que les gars sont un petit peu plus gênés, un petit peu plus réticents, mais j'aimerais vraiment que justement les gars viennent parce que c'est aussi pour eux. Tu sais, l'idée, c'est qu'on ait un dialogue entre les gars et les filles. Fait que si c'est juste des filles, ils vont se parler entre elles, mais ça va peut-être moins changer quelque chose, tu sais. Le mouvement MeToo fait partie c'est une ouverture à justement l'égalité. C'est sûr que là, MeToo, ça parle d'agression sexuelle. On va en parler aussi dans les ateliers. En fait, il y a un atelier qui est juste par rapport à ça. On a le Calax, qui est un de nos partenaires. C'est pour la lutte, dans le fond, contre les agressions sexuelles. Fait qu'on va vraiment aller comme, ouvrir ce sujet-là puis en parler parce que c'est sûr que ça en fait partie. MeToo, c'est une affaire parmi plein d'affaires, mais c'est vraiment important, effectivement, qu'on en parle. Puis on va en parler aussi avec les gars. On va faire les ateliers avec les gars, puis après ça, on va revenir, après avoir parlé avec les filles, après avoir parlé avec les gars, on revient, puis là, on se met ensemble, les gars puis les filles, puis on discute de comme, OK, mais maintenant, on fait quoi, en tant que société de jeunes, comment nous, on veut construire la société, puis que ça soit égalitaire, puis respectueux. Fait que c'est ça le but, en fait, c'est que les jeunes puissent se parler, qu'il y ait des outils pour pouvoir communiquer sainement ensemble. Connaissez-vous la Bizarra Goria? C'est une bière qui goûte la solidarité, qui a été préparée par Julien Chevrel et on l'a rencontré. La bière, en fait, elle s'appelle Bizarra Goria. En fait, Bizarra, qui en basque veut dire barbe, et Goria, qui veut dire rouge. Donc, c'était comme un petit hommage au piment d'Espelette aussi. Qui est le piment Goria ici dans Charlevoix parce que c'est une appellation d'origine contrôlée. Donc c'était comme un petit jeu de mots pour avoir mis le dessin
de l'avant avec une barbe rouge. En fait, c'est parti de mes cousines qui aimaient pas ma barbe. Ou du moins le début du poussage. Fait que je pense que c'est parti d'une joke en disant qu'elle me paierait pour couper ma barbe. Puis je me suis dit que pourquoi payer, pourquoi me donner l'argent à moi? J'ai dit je pourrais peut-être aider du monde et puis j'aime beaucoup l'effet local. J'aimais pas que ce soit comme distribué à plus grande échelle ou que ça se perde dans la province, donc j'aime ça que ce soit redonné aux gens d'ici. C'est une pilsner houblonnée au piment Gorilla. La particularité de cette bière, c'est que on a deux entreprises, donc les Jardins des Chefs et les Jardins du Centre, qui ont participé. Donc j'aime beaucoup le mot local. J'aurais aimé appeler cette bière-là local parce que c'est du maïs de Gaspé des Jardins du Centre avec le piment Gorilla des Jardins des Chefs. Tout est brassé sur place, donc plus local que ça, je pense qu'il y a juste la canette qui ne fait pas partie de Charlevoix. Je pense que ça fait 1 an ou 1 an et demi, puis je ne me décidais jamais. Au bout d'un moment, il a fallu se lancer. Donc le Covid m'a fait rebrousser chemin un tout petit peu parce que je me suis dit que les gens n'avaient pas nécessairement d'argent. Mais justement, c'est à ce moment-là qu'on a besoin de donner. Donc, et puis c'est du local, c'est encore plus dur que si les gens étaient dans les grands centres, je pense. Donc les déplacements sont plus longs, etc. etc. Donc j'aime l'idée. Alors, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.